Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on, face à la recrudescence des maladies saisonnières, au défi de l'assainissement et à la nécessité de protéger nos familles, nos proches. La médecine préventive et aussi l'hygiène s'imposent à nous comme deux armes efficaces. Comment alors transformer notre quotidien, les habitudes quotidiennes en véritable occasion pour la sécurité sanitaire? Comment protégeons-nous, vous et moi, contre les maladies? Eh bien, nous en parlons aujourd'hui avec une experte en santé communautaire. Il s'agit de Madame Jocelyne Nzi-Guiré. Elle est notre invitée de ce jour. Bonjour Madame, bienvenue. Bonjour Madame. Alors, bienvenue sur Ecopolis Télévision. Merci beaucoup. Précisément dans F à la Une. Prenez place. Merci. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux, fidèles téléspectateurs, devant vos petits écrans. F à la Une, aujourd'hui, s'invite dans vos maisons en exploitant le thème l'impact du leadership féminin dans la santé communautaire. Nous allons décortiquer les réflexes essentiels de l'hygiène et comprendre pourquoi la médecine préventive est le secret d'une nation forte et productive. Nous en parlons avec Madame Jocelyne Nzi-Guiré. Elle est médecin en santé publique. Particulièrement, vous avez un master dans ce domaine. Oui, je suis médecin en santé publique, l'option santé communautaire. Voilà, mais pour une brève présentation de notre invité, nous allons demander à la régie de nous proposer un extrait de la présentation de Madame Jocelyne Nzi-Guiré. Bonjour, je suis Dr Nzi-Guiré Ngabo Jocelyne, médecin, master en santé publique, option santé communautaire. Ça fait plus de 10 ans que je m'intéresse aux questions d'hygiène, d'assainissement, d'hygiène de ménage. Je pense que ceux qui m'ont connu bourgmestre de la commune de Kadoutou, il y a plus de 10 ans, fut à l'œuvre dans l'assainissement de la maison communale avec tout ce qu'il y a eu comme réhabilitation, service d'assainissement. Ceux qui m'ont connu comme médecin chef de zone de santé de la zone de santé des Kadoutou ont vu le travail que nous avons fait, surtout au niveau des hôpitaux et particulièrement à l'hôpital de Kadoutou. Voilà quelques exemples qui illustrent comment l'assainissement, c'est notre passion. C'est notre vécu de tous les jours, parce que ça, ce ne sont que des exemples illustratifs. Mais l'hygiène de ménage, c'est notre passion. Partout où nous nous trouvons, dans nos bureaux, dans notre vécu quotidien. Docteur Jocelyne, bienvenue dans ce magazine F à la Une sur Ecopolis Télévision, ce magazine qui promeut les activités de la femme dans tous les domaines. Vous êtes spécialiste en santé publique. Alors, vous avez comme mission, vous avez dans votre quotidien le combat d'éduquer, de sensibiliser, mais aussi de prévenir plutôt que de guérir. Quels sont d'après vous les freins de la communauté congolaise qui freinent la population d'adopter plutôt une culture de la prévention? Merci Madame Arlette. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu comme frein dans les mesures préventives des maladies, de nombreuses maladies, surtout dans notre communauté. Et donc, c'est peut-être difficile de les énumérer tous, mais... D'après notre culture, justement. Oui, justement, parmi les facteurs qui freinent, qui entrent en compte pour que notre population n'adopte pas toujours avec facilité les mesures préventives, il y a le problème de manque de connaissances, l'ignorance. L'ignorance est l'un des facteurs très importants qui entre en compte et qui fait que beaucoup de gens ne veulent pas adopter les mesures préventives même si on les présente. Il y a non seulement l'ignorance, mais il y a également nos us et coutumes, nos cultures, n'est-ce pas? Il y a des gens qui pensent que
nos arrière-parents ont fait ceci, nous aussi, on va faire de la même façon. Et ils refusent certaines mesures qu'on leur donne, tout simplement parce que ils sont cloués. Il y en a même qui refusent de laver les mains avant de manger. Ils se disent qu'on mange, on lave les mains après avoir mangé, sinon la nourriture va sentir le savon, n'est-ce pas? L'ignorance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas éduqués, n'ont pas eu suffisamment de connaissances, parfois parce qu'ils n'ont pas été à l'école, parfois parce qu'ils n'ont pas eu l'information nécessaire, n'est-ce pas? Comme on dit souvent, Mutumundu a Koufara la microbe. Justement, c'est ça l'ignorance, effectivement. On pense que notre race, elle est tellement coriace que les microbes ne peuvent pas nous atteindre facilement. À part ça, nous avons également les contraintes économiques. Ok. Le manque de moyens, bien que ça ne soit pas le moyen, un élément clé, parce que le problème d'hygiène, parfois, si je peux parler même d'hygiène, ça ne demande pas beaucoup de moyens, mais ça demande juste un comportement. Il y a des problèmes, par exemple, de prévention par rapport à l'assainissement, pour que les gens ne puissent pas avoir le paludisme, par exemple, la malaria. Ça demande juste qu'on ait sarclé, peut-être, on ait sarclé le pourtour de sa maison. Ça demande de l'énergie, ça ne demande pas qu'il y ait des moyens financiers costauds pour que les gens puissent adopter ces moyens. De la prévention, justement. Cette technique de prévention. Voilà, mais il y a aussi la désinformation. Justement. Les gens peuvent avoir une bonne information, mais un groupe de gens qui se sont mis à côté et commencent à manipuler cette information pour des raisons qu'on ignore, et ça peut faire à ce que les gens n'adoptent pas les bonnes pratiques qu'on leur a données, parce que seulement il y a eu des informations. Vous avez eu il y a les mesures préventives comme pendant la campagne de vaccination. Il y a eu des gens qui se disent non, nous, on ne peut pas avoir le vaccin tel parce qu'il y a eu ceci, ceci, ceci. Ils inventent une histoire qui prend... C'est pour exterminer la race noire qui prend de l'allure, et à un moment donné, tu vois que beaucoup de gens refusent d'adopter cette pratique préventive qui est pourtant salutaire pour nos enfants. Voilà, dans ce contexte, Madame Jocelyne, quelle est l'approche à long terme pour la population congolaise? Quels sont les risques réels de cette position, la désinformation, l'ignorance et tout, de ces mesures préventives? Quels sont les risques réels qui encourent la population? Les risques sont nombreux. Mais le premier risque, c'est que quand notre population n'adopte pas les mesures préventives, on est exposé à des maladies. On est exposé à être souvent malade. Voilà. Et quand on est malade, soit on guérit, soit on en meurt. Oui. N'est-ce pas? Voilà pourquoi les mesures préventives sont très importantes, parce que non seulement ça vous épargne de tomber malade, et quand on est malade, c'est-à-dire on va dépenser de l'argent, oui. Donc ça vous plonge encore dans la pauvreté, parce que vous allez dépenser de l'argent. Sur le plan économique, vous serez faible, affaibli. Non seulement vous n'allez pas aller au travail, donc vous n'allez pas produire, soit au champ, vous n'allez pas produire. Et donc, ou bien, quand on n'a pas adopté les mesures préventives, qu'on est tombé malade, qu'on soit tombé malade et puis qu'on n'ait pas eu de moyens pour se faire soigner, on meurt de cette maladie. Ou bien on reste, ça peut aussi poser des handicaps, n'est-ce pas? Oui.
justement. Et peut-être aussi contaminer, faire une chaîne de contamination. Il y a aussi le problème de contamination. On peut avoir une maladie contagieuse parce que seulement, je parlerai des maladies de main sale. Bien sûr. Quand on a de la diarrhée ou le choléra, ce sont des maladies de main sale qui font à ce que, par négligence, vous n'ayez pas adopté ces mesures préventives, c'est-à-dire le lavage de mains, vous serez malade et avec votre maladie, vous pouvez contaminer toute votre famille. Il y en a qui peuvent succomber de cette maladie. Il y en a qui restent alités pendant longtemps, donc ils ne sont pas partis travailler, ils ne sont pas partis à l'école. Voilà tous les risques. Mais alors, comment définissez-vous dans ce contexte la médecine, la santé publique dans ce cas d'espèce par rapport à la médecine curative? Oui, la santé publique, comme vous l'entendez, c'est la médecine d'un grand nombre de la population, d'un grand groupe de gens, n'est-ce pas? Donc ça concerne beaucoup de gens. C'est différent de la médecine clinique qui concerne une personne qui est malade et qui est partie se faire soigner. Mais quand on a la santé publique, elle est plus préventive. Hein? Oui. Elle est plus préventive parce qu'elle permet aux communautés d'éviter de tomber malade. Et à un grand nombre, aux grandes échelles, n'est-ce pas? Et donc la santé publique vous permet de prévenir les maladies et de gagner en termes économiques, de gagner en termes de santé parce que vous n'êtes pas tombé malade, de gagner en termes de développement de notre pays parce que vous êtes parti travailler, vous êtes parti à l'école, donc vous avez l'instruction. Voilà. Voilà, mais justement, on dit souvent que l'assiette contribue à notre bonne santé. Comment avoir des réflexes appropriés, justement, dans le cadre de la prévention, avec des réflexes nutritionnels, préventifs, avec les produits locaux, les pondous, les coussettes de manioc qu'on jette même à même le sol et que nous mangeons, nous achetons et puis nous mangeons. Comment faire en sorte pour adopter avec ces produits les gestes appropriés? Ben oui, sur le plan alimentaire, il y a l'hygiène alimentaire aussi qui nous est recommandée. Cette hygiène alimentaire veut que chaque fois que nous avons acheté un produit au niveau du marché, le produit, c'est-à-dire tout ce que nous mangeons, les légumes, les poissons, même si les poissons vivent dans l'eau, ça demande d'être nettoyé dès qu'on le mange. Les fruits et légumes et tout ce que nous consommons, tout ce qui est à portée de notre main, n'est-ce pas? Nous devons les nettoyer, nous devons les laver avant de les consommer et laver nos mains avant de les consommer. Parce que tout ce qui est maladie de main sale, comme je vous ai dit, la diarrhée, la fièvre typhoïde, le choléra, ce sont des choses qui viennent du fait que nous n'avons pas respecté l'hygiène alimentaire par rapport à notre alimentation. On doit les nettoyer. Il y a des choses qu'on mange crues, bien sûr, mais ça demande un bon nettoyage, ça demande également d'être cuit. Il y a des choses que nous devons cuire et nous devons bien les cuire. Et d'habitude, quand nous mangeons, c'est mieux que nous mangeons une nourriture chaude, une nourriture bien couverte. Si elle a été cuite, elle est bien servie, couverte, et d'habitude, quand elle est mangée chaude, on évite la pullulation des microbes. Voilà, mais quelle solution d'urgence préconisez-vous au niveau de la famille, justement? Quels sont les gestes? Je vois que vous répétez tout le temps, il faut nettoyer les mains, mais nous avons aussi des maladies hydriques par rapport à la consommation d'eau, puisque avec des légumes, on nettoie, mais encore là, il faut savoir comment les nettoyer. Oui, il faut avoir de l'eau potable.
Parce que également, c'est ça, notre politique aussi doit nous permettre d'avoir accès à des infrastructures qui nous permettent de faire tous ces services-là. Il faut avoir de l'eau. Si on n'a pas de l'eau potable, de l'eau de robinet, on a de l'eau de forage, on a de l'eau des puits, oui, des rivières, oui. Parce qu'on ne parle pas seulement pour ceux qui sont à Kinshasa. Et là, il faut désinfecter cette eau, il faut le stériliser par des méthodes de chloration, n'est-ce pas? Sinon, au niveau des familles, on ne parle pas seulement de l'alimentation, mais il y a aussi d'autres maladies que nous pouvons avoir. Par exemple, comme nous sommes dans la saison a changé, sèche, oui. La saison sèche, il y aura des grippes, il y a de la poussière partout. Toutes les maisons sont envahies parce qu'il y a de la poussière. Ça demande à ce que nous puissions adopter certaines mesures de prévention. Et ces mesures de prévention demandent à ce que nous puissions aérer nos maisons. D'abord, nous devons aérer nos maisons. Donc le matin, quand vous vous réveillez, vous devez ouvrir la fenêtre, les rideaux, il y a de l'air frais qui entre, mais également parce qu'il y a aussi de la poussière qui entre, on doit épousseter les surfaces. On doit épousseter les surfaces, c'est-à-dire les fenêtres, les tables, les chaises, pourquoi pas laver les rideaux, parce que ça renferme aussi des poussières, des treillis de nos maisons, oui. Qui renferment aussi beaucoup de poussière. Ces poussières sont des sources ça diffuse des microbes, ça diffuse de la poussière qui encombre nos voies respiratoires et qui vont donner à la longue des maladies. Oui, ça donne des grippes, ça donne des pneumonies, de la toux, rhume, pourquoi pas des symptômes même d'asthme. Si vous avez aspiré suffisamment de poussière, ça peut vous donner des poussières en plus de la pneumonie, des symptômes d'asthme, c'est-à-dire vraiment on se sent asphyxié. Voilà. À part le fait qu'il y a la poussière, mais il y a aussi dans nos maisons des espaces qui doivent mériter notre attention. Ces espaces sont souvent très négligés. Et ces espaces, ce sont nos latrines, oui. Nos WC, nos toilettes. J'ai changé ce mot de mots. Et donc, nos toilettes sont des endroits qui sont souvent très négligés et qui demandent de l'attention. Et c'est spécifiquement pour nous les Congolais, nous les habitants, pas seulement les habitants de Kinshasa, mais les Congolais en général, nous avons tendance à négliger cet espace-là. Vital pourtant. Pourtant vital, effectivement, parce qu'on dit que c'est un lieu d'aisance. Ce lieu d'aisance mérite notre attention. Donc quand nous y entrons, nous devons être vraiment à l'aise. Nous devons bien le nettoyer le matin. Dès que vous vous levez, parmi les premiers gestes, vous nettoyez votre toilette. Regardez vos toilettes des visiteurs. Ce sont parfois des endroits où, quand les visiteurs arrivent, ils entrent et se demandent, mon Dieu, est-ce qu'il y a des gens ici? Et ce sont des sources. C'est un endroit qui est une source de contamination. Source de contamination, pourquoi? Parce que nos déchets, dès qu'ils quittent notre corps, ce sont des déchets, effectivement. Oui, ce sont des déchets, il y a les urines, il y a tout ce qui est autour de nos déchets et nous devons désinfecter, s'il vous plaît. Nous devons désinfecter nos WC, nos cuves, les lunettes de nos toilettes. Et ce sont des endroits qu'on laisse seulement parfois à nos femmes de ménage qui parfois ne sont pas très bien formées. Et il n'y a pas seulement, les ménages, ce n'est pas seulement la maison, là où nous habitons. Les ménages, c'est aussi dans nos bureaux, là où nous vivons tous les jours. Nous passons beaucoup plus de temps
Mais allez regarder dans nos bureaux à quoi ça ressemble. C'est de la poussière partout, c'est des papiers, des déchets, des papiers qui ne sont pas gérés, des bouteilles qui sont jetées par-ci, par-là. Et si vous allez dans le couloir, vous avez l'odeur. Nauséabonde. L'odeur de tout ce que nous avons dégagé, de tout ce que 100 personnes ont dégagé et qui n'ont pas été nettoyées, s'il vous plaît. Vous voyez un peu ce que ça fait? Et vous voyez quelle source de contamination? Dès qu'il y a une petite épidémie, vous êtes les premiers à être concernés. Je rappelle que dans ce contexte de nettoyage, vous avez une structure que vous encadrez, où vous encadrez les jeunes pour leur apprendre justement des gestes appropriés pour le ménage, pour le nettoyage. Dans ce contexte, puisque vous parlez du ménage, du nettoyage, comment, avec quoi justement nettoyer nos toilettes, par exemple? Est-ce qu'il faut simplement de l'eau, puisque vous parlez de l'odeur qui ne part peut-être pas? Est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait seulement de l'eau? Est-ce qu'il faudrait des produits chimiques? Est-ce qu'il y a des produits naturels qui seraient peut-être à la portée de toutes les bourses? Comment devrions-nous nettoyer ces lieux d'aisance? Oui, Madame Arlette, avant de répondre à cette question, je dois vous dire d'abord que l'hygiène et l'assainissement, ce sont des éléments qui ont été repris dans les objectifs de développement durable. Et donc, ce ne sont pas des choses que nous devons prendre à la légère. Dans les objectifs de développement durable, et ces objectifs de développement durable, ça ne concerne pas seulement notre pays, ce sont des objectifs mondiaux, n'est-ce pas? C'est le monde entier qui a adopté ces objectifs. Et notre pays, parmi ces pays, a adopté aussi ces objectifs, a souscrit à ces objectifs de développement durable. Alors, dans l'hygiène et l'assainissement, ce sont aussi des éléments qui devront être évalués en 2030. N'est-ce pas? Ça doit être évalué en 2030. Regardez un peu. On est en train de se battre, le chef de l'État est en train de se battre pour la lutte pour la maternité gratuite. La maternité gratuite nous permet de lutter contre la mortalité maternelle et infantile, n'est-ce pas? Mais tout ce qui est autour de cette gratuité de maternité, qu'est-ce qui est autour? L'hygiène devrait suivre. Est-ce que vous êtes sûr que l'aspect hygiène et assainissement a été pris en compte Parce que ce n'est pas le cas? Vous estimez que ce n'est pas le cas? Dans cette lutte-là, j'estime effectivement qu'on devrait aussi tenir compte de ça. Parce que ça va être l'un des éléments qui sera évalué. L'autre fois, on était là et on se disait, on évalue un peu cet aspect d'hygiène juste à la porte de l'entrée de notre pays. Dans nos frontières, au niveau de nos frontières, ce sont des miroirs, n'est-ce pas? Est-ce que cet aspect hygiène et assainissement est pris en compte? Parce que nous voyageons, nous allons dans d'autres pays, n'est-ce pas? Nous voyons ce que ça présente, arriver dans un aéroport, on est respecté. À partir du moment où vous entrez dans ces pays, vous changez même de comportement. Parce que si nos infrastructures s'y prêtent, il y a des gens qui vont changer de comportement. Il faut d'abord que notre gouvernement puisse nous donner des infrastructures, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, l'infrastructure, c'est-à-dire des latrines qui sont bien construites, et puis après des poubelles qui sont là où on peut jeter des déchets, et puis après il y aura la communauté qui peut être formée et qui peut suivre, qui peut être informée et qui peut suivre. Donc, il faut que l'infrastructure s'y prête. Voilà pourquoi moi je dis que l'hygiène et l'assainissement, ce sont des éléments très importants dont on doit tenir compte dans l'atteinte des objectifs de développement durable.
qu'est-ce qu'on doit utiliser pour la désinfection de nos ménages? Il y a l'eau d'abord. Évidemment. Il y a l'eau. Il y a le matériel que nous devons utiliser, c'est-à-dire si vous êtes dans une toilette, devez avoir une brosse, vous devez avoir des gants dans des espaces publics. Bon, à la maison, souvent, vous n'allez pas exiger tout ça hein, dans votre toilette. Vous devez la nettoyer simplement. Mais dans des endroits publics, il faut des gants, il faut un masque, il faut des bottes, il faut une raclette, il faut... Alors, pour désinfecter une toilette, c'est simple. Il faut juste un désinfectant qui s'y prête. J'ai vu beaucoup de femmes qui se sont données dans la fabrication des désinfectants aujourd'hui. Il y en a beaucoup et elle a porté... Non toxiques, parce qu'il faut le dire aussi que sur le marché, il y a beaucoup de matériel, beaucoup de produits qui sont toxiques à la santé. Qui sont toxiques, les désinfectants, quand ils sont désinfectants pour la toilette, vous allez lire, on va indiquer le fait que c'est un désinfectant pour la toilette. Et là, vous pouvez l'utiliser avec votre brosse de toilette, nettoyer d'abord la surface supérieure, c'est-à-dire les lunettes, le bordure de votre toilette, de votre cuve, et puis vous entrez dans la cuve. Avec la même brosse? Oui, si vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous pouvez utiliser, dès que vous avez commencé sur la surface, vous entrez en dedans, vous pouvez utiliser la même brosse si vous n'avez pas de moyens. Mais si vous avez des moyens, vous pouvez avoir deux brosses. Une brosse pour nettoyer la lunette, n'est-ce pas? Et la surface supérieure, et puis l'autre brosse pour nettoyer l'intérieur de la cuve. Mais prenez soin de chasser, très bien chasser l'eau pour vous rassurer qu'il n'y a rien qui va salir votre brosse. N'est-ce pas? À part le fait que vous avez nettoyé la cuve, il faut également nettoyer les surfaces. La surface, donc les carreaux, la pavée, n'est-ce pas? Pour bien, oui, s'il y a les carreaux, mais s'il n'y a pas les carreaux, s'il n'y a pas, vous nettoyez. Un coup de brosse quand même. Vous nettoyez la pavée, vous la nettoyez, et il y a toutes sortes de toilettes. Hein. Là, je suis en train de vous parler des toilettes classiques et modernes. Mais si on est dans le fin fond de notre village et qu'il n'y a pas ces toilettes-là, il y a aussi des mesures à prendre pour ne pas contaminer les publics. Hein, il y a des trous, des fosses à rats qui sont creusés, et là il y a un dispositif hein, qui était fabriqué, je me rappelle des villages assainis, et il y avait un dispositif et on pouvait couvrir le trou. Ah. Oui, on peut couvrir le trou pour que les mouches qui entrent là-dedans ne viennent pas se poser sur la nourriture. Ok. Ça peut infecter votre nourriture, et voilà la source de fièvre typhoïde, de diarrhée, de choléra, tout ça. Ce sont des choses qui nous arrivent sans trop savoir d'où c'est venu, et pourtant c'est venu de nous-mêmes, de notre négligence. Vous pouvez aussi balayer dans cette toilette-là, frotter un peu les surfaces si c'est du bois, pour améliorer un peu la qualité de cette toilette. Oui, parce qu'il faut éviter la défécation à l'air libre. C'est ce qu'on retrouve quand il n'y a pas de toilettes. Et surtout ici, chez nous, il n'y a pas de toilettes publiques. Souvent, quand il y en a, c'est mal entretenu. Oui, c'est mal entretenu. Voilà, on va passer cette fois-ci à un autre chapitre. À partir de quel âge, justement, par rapport à la prévention toujours, à partir de quel âge doit-on instaurer justement le bilan de santé annuel obligatoire pour l'adulte? Pour l'adulte, là vraiment, le bilan de santé devrait être fait pour toute personne. C'est pour toute personne. Mais est-ce qu'on a tous les moyens pour ça? Voilà pourquoi il faut prévenir.
il faut prévenir, dit-on, vaut mieux prévenir que guérir. Mais si je pouvais rentrer sur la première partie, tu as dit que je fais des formations, effectivement. Je fais des formations des jeunes qui voudraient apprendre un métier. Parce qu'on a dit, le chef de l'État a demandé que nous puissions promouvoir, il a promu l'entrepreneuriat. Et nous-mêmes, on se dit, chacun dans son domaine, chacun dans sa passion, il peut se développer et produire quelque chose. Voilà que moi, dans ma lutte contre les mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement, je me dis, je devrais former des jeunes qui sont intéressés et qui peuvent bien apprendre à le faire. Est-ce que vous imaginez quand vous avez un personnel chez vous de ménage qui ne sait pas bien travailler? Ça vous prend de l'énergie. Oui. Ça vous énerve, c'est le stress. Et ça vous permet même pas de gagner en temps parce que vous devez faire le travail qu'il devrait faire. Alors, moi je me dis, s'il y a ce personnel de surface dans vos ménages qui ne sont pas bien formés, amenez-les moi, je vais les former et je vais leur montrer comment il faut faire un bon ménage. C'est ça, faire le ménage, non? Il faut faire un bon ménage et que chaque fois que vous retrouvez à la maison, vous n'êtes pas stressé, vous n'avez pas honte. Vous dites, allez d'abord regarder la toilette si avant que l'invité n'y entre. Non. Et donc, il y aura quelqu'un de confiance à qui vous avez dit, parce qu'il faut payer. Vous avez formé, oui. Ouais. Mais je me dis, je ne dois pas former seulement le personnel de surface. Il faut que je forme également les enfants. Parce que nos enfants, aujourd'hui, ils ont une habitude de sédentarité. Ils ne veulent pas bouger. Oui. Ils veulent être au téléphone, à la télé. Ils savent tout ce qui est dans les médias. C'est pas mauvais, c'est l'information. Mais je me dis, à un moment, on va avoir des enfants qui sont amorphes, qui ne sont pas dynamiques et qui ne savent pas du tout ce qui se passe dans la maison. Parce que si un enfant est bien formé sur l'hygiène, cet enfant va venir dans sa chambre. Il y a des chambres des enfants qui ont des toilettes ou des toilettes en commun pour les enfants. Il va nettoyer sa toilette. La bonne serait venue pour arranger, peut-être que ce serait déjà fait. Oui. Ou peut-être qu'elle n'a pas accès à sa chambre et sa chambre va rester propre. Il va nettoyer, il va faire son lit. Et tout ça, on veut montrer ça aux enfants et leur montrer que c'est plutôt une valeur ajoutée que de penser que si tu le faisais, tu es réduit et on penserait que ton père ou ta maman n'ont pas suffisamment de moyens. Non, c'est pourtant une question de fierté. Quand tu l'as fait toi-même, tu as aménagé ta chambre. Nous sommes en vacances. Oui. Les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez trouver des chambres comme des poubelles. Des chambres des enfants comme des poubelles. Comme si ce ne sont pas des êtres humains. Laissez-moi, excusez-moi de le dire comme ça. Une chambre non aménagée, des habits jetés par-ci par-là, des chaussures. Ah, ça aussi je dois le dire. Les chaussures sont des grands vecteurs de bactéries. Des bactéries, des maladies. Tu viens avec tes chaussures, tu as déambulé partout dans la ville. Tu es parti à Gambela, à Zando. Dans des toilettes mal entretenues. Oui, justement. Et puis tu rentres avec cette chaussure-là, tu l'amènes jusque dans ta chambre. Cette chaussure va rester là pendant un mois jusqu'au jour où tu vas porter encore. Vous voyez le nombre de poussières que vous avez aspirées qui sont venues de cette chaussure. Quelque chose peut tomber, vous avez ramassé encore.
Et ce sont des microbes que nous accumulons. Voilà, la formation du nettoyage nous intéresse. Vous parlez de jeunes, la formation. Oui, mais les enfants de 9 ans à 20 ans, vous avez des enfants qui viennent de terminer l'école secondaire. Amenez-les-moi. Parce que ces enfants sont en train de quitter votre maison. Ces enfants sont en train de quitter votre maison. Ils vont aller à l'université, que ce soit ici à Kinshasa ou ailleurs, mais ils vivent dans des milieux, souvent, parfois à l'internat, et ces enfants doivent être formés, doivent savoir comment se prendre en charge. Non seulement parce qu'ils doivent bien étudier, mais ils doivent étudier aussi dans de bonnes conditions, sans qu'ils aient des moments de morbidité, c'est-à-dire des périodes de maladie, n'est-ce pas? Alors, ces enfants, ce sont des bourgeons promoteurs aussi que je forme. Parce qu'ils seront dans leur ménage comme parents aussi. Imaginez-vous un parent, un enfant qui grandit sans aucune notion d'hygiène. Il va dans sa maison ou elle va dans sa maison parce que moi, je promeus le genre. Ce sera des filles et des garçons que vous allez m'amener. Je promets le genre. Ces enfants-là, cette jeune dame et le monsieur, qui viennent maintenant dans leur ménage, ils ne savent pas ils ne connaissent pas les notions d'hygiène. Ils ne vont pas donner ces notions à leurs enfants. Donc leurs enfants vont grandir comme eux ont grandi. Comme dans la jungle. Et ils vont avoir une maison où quand les visiteurs arrivent, mon Dieu, tu regardes, tu te dis, aïe aïe aïe. Et toi, c'est peut-être sa maman qui viendrait et se dit, pour ne pas montrer les insuffisances de mes enfants, que j'arrange un peu. Non. Alors, il faudrait que ces gens-là... Et puis, ce sont des gens qui vont être responsables demain. Dans des organisations, dans des entreprises, dans des bureaux. N'est-ce pas? Ces enfants qui n'ont aucune notion d'hygiène, ils vont vivre dans des... Même si les chefs et l'entreprise a des moyens, mais ça sera des endroits malpropres. Parce qu'il aura des personnels de surface, mais ces personnels-là, ce sera des gens qui sont laissés à eux-mêmes, non contrôlés. Et pourtant, ce sont des gens très importants dans des entreprises dont on ne tient souvent pas compte, qui ne sont pas souvent supervisés et contrôlés. Voilà. Oui, vous avez posé une question, si vous pouvez me la rappeler. Oui, je disais que dans le cadre de justement la formation des jeunes, des plus jeunes, vous parlez de 9 à 20 ans, et avec la formation d'autres, vous parlez aussi des femmes de ménage que vous formez dans votre structure. On peut connaître quand même le nom de cette structure? C'est SBET. SBET qui veut dire Espace Santé et Bien-être pour tous. Vous savez, la prévention, la médecine préventive, c'est pas seulement la prévention des maladies infectieuses, n'est-ce pas? Mais il y a aussi d'autres maladies qui doivent se prévenir. Nous, avec l'approche que vous avez, dans laquelle vous êtes parti, vous avez parlé seulement de la prévention des maladies infectieuses. Non, on a parlé du leadership féminin. Ok. Maintenant, je veux vous dire qu'il y a également la prévention des autres maladies. On peut aussi prévenir d'autres maladies et SBET prend en compte tout ça. Non seulement les maladies infectieuses, comme les infections urogénitales, les infections pulmonaires, le paludisme, la fièvre typhoïde, la diarrhée, le choléra, ce sont des maladies infectieuses, mais on peut également prévenir les maladies métaboliques et les maladies dégénératives. Les maladies métaboliques, c'est l'hypertension artérielle, le diabète, la goutte, tout ça sont des maladies métaboliques. Les maladies dégénératives, ce sont des maladies comme le cancer, les cancers. Et cela, on va les prévenir comment? On va les prévenir par la pratique de l'exercice physique. Voilà, SBET est dans ça, dans la promotion de la pratique de l'exercice physique et également la prévention des maladies infectieuses à travers l'hygiène et l'assainissement. L'hygiène des ménages.
Voilà, en parlant justement des maladies chroniques, comme vous l'aviez cité, le diabète et l'hypertension artérielle font des ravages silencieux dans nos communautés. Quels sont les signes précurseurs qu'une mère, puisque souvent les femmes, on parle du leadership féminin dans la santé communautaire, quels sont les signes précurseurs qu'une mère ou un chef de famille pourrait déceler déjà à partir de la maison? Les signes précurseurs du diabète ou comme de maladies métaboliques comme le diabète, artérielle. L'hypertension artérielle. Oui, par rapport à l'hypertension artérielle, on a d'abord les maux de tête, n'est-ce pas? La personne devient nerveuse, elle devient nerveuse, n'est-ce pas? Et si ça apparaît d'une façon lente, parce que ça peut aussi apparaître de façon brutale. Sporadique, oui. Brutale. Alors, il y a des... Perte de vision? Soit perte de vision ou trouble de vision. Hein, ce sont des signes qui vous montrent qu'il y a un problème. Et là, souvent, on demande à ce qu'on prenne la tension artérielle pour voir si c'est ce qui ne va pas. Par rapport au diabète, vous avez tellement entendu parler, quelqu'un qui va uriner plusieurs fois pendant la nuit par rapport à l'habitude, son habitude, par rapport à ce qui est habituel, il va uriner 3-4 fois la nuit. Quelqu'un qui a soif à tout moment, il veut boire de l'eau. Quelqu'un qui transpire, polyurie, polydystie, polyphagie, quelqu'un qui veut manger tout le temps. L'envie de grignoter. Oui, justement. Envie de grignoter, c'est autre chose, mais tu as faim et tu veux réellement manger. Ce sont des signes de diabète, je ne les dis pas tous, mais l'asthénie. L'asthénie. Fatigue. La fatigue, oui. La fatigue. La sensation que tu peux même avoir presque les mêmes signes que pour le diabète par rapport à la vision. Hein, tu transpires. Ce sont les quelques signes qui peuvent vous montrer que il y a un problème et je devrais aller consulter. Parce que la consultation, elle est très importante, parce que vous avez parlé de combien de fois quelqu'un peut aller consulter, à quel âge déjà quelqu'un peut aller consulter pour faire le bilan, de sa santé. C'est à quel âge? Je ne peux pas dire à quel âge. Hein? Ça dépend de vos moyens. Mais dès que vous avez atteint l'âge de la maturité, vous devez être encore plus regardant. N'est-ce pas? 35, 40 ans déjà, 50 ans. Ben là, il faut prendre le temps. Les femmes, par exemple, les femmes devraient prendre le temps de faire certains examens. Des examens comme la mammographie, ce sont des examens qui se font normalement tous les 3 ans. Oui. Si vous avez des moyens, vous pouvez faire la mammographie tous les 3 ans. L'examen du col, pour voir s'il n'y a pas un problème du cancer du col de l'utérus. Ce sont des examens qui se font tous les 3 ans. On ne les fait pas chaque année aussi pour ne pas vivre dans ce stress-là, mais ce sont des examens qui se font. Je parlais de la mammographie, de l'examen du col de l'utérus. Mais je me rappelle qu'à un moment, j'ai sensibilisé les gens sur l'autopalpation mammaire. Oui. L'autopalpation mammaire. Et cela a changé? Chez la femme, ça ne demande pas que tu aies 50 ou 60 ans. Tu peux faire l'autopalpation mammaire mensuellement. Hein? Une femme peut faire l'autopalpation mammaire mensuellement. Bon, je ne sais pas le montrer ici comment on le fait. Ça sera peut-être dans un autre cadre approprié avec peut-être... oui, c'est ça. Ça sera prochainement. Les hommes devraient également faire les examens de la prostate, n'est-ce pas?
à partir de 40 ans, 45 ans, ils devraient également faire ces examens. Et ce n'est pas notre culture. Les gens ne veulent pas. Les gens ont peur de savoir qu'ils peuvent tomber malades. On se dit que non, c'est comme si on attirait la maladie. Donc le fait. C'est la prévention. Vous savez que dans d'autres pays, des pays occidentaux, les gens vivent longtemps. Vous avez même plus de vieux parfois que de jeunes. Parce que ces gens ont pris le temps de faire la prévention, de découvrir à temps qu'il y a un problème de santé, n'est-ce pas? S'il y a un problème au niveau de ma mère, plus tôt on le découvre, plus tôt on le prend en charge et mieux vous pouvez sauver cette vie-là. Ça ne devrait pas être une calamité chaque fois qu'on découvre qu'il y a un cancer que c'est déjà arrivé à un stade final. C'est déjà à un stade où on ne peut plus agir. Non, il y a des gens qui guérissent de ces cancers. Et pourquoi pas nous? Et donc, la prévention, c'est tout ça. Et moi, je me dis, le sport est l'un des éléments qui vous permet de prévenir ces maladies. Ça vous permet de les prévenir. Et les maladies métaboliques et les maladies dégénératives comme le cancer, le sport est là pour nous. Ça nous aide à prévenir toutes ces maladies. Voilà, est-ce qu'on parle du sport comme prévention des maladies, mais est-ce que l'automédication peut être aussi comptée parmi dans la prévention des maladies? Parce qu'aujourd'hui, on constate aussi que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes se lancent dans l'automédication. Quel message lanceriez-vous dans ce contexte? Bon, l'automédication, moi je ne peux pas encourager l'automédication. Maintenant, il y a des structures de santé. Les centres de santé sont là. Les hôpitaux sont là, n'est-ce pas? Il y a même les sites de soins communautaires qui sont là également, là où il n'y a pas de structure de santé. Et donc, l'État prévoit tout ça pour que les gens puissent faire recours et faire le recours précoce. Hein? On doit faire le recours précoce aux structures de soins et pas un recours tardif. Parce que quand vous faites un recours tardif, vous mettez les personnels de santé en difficulté. Ils pourraient peut-être vous aider, mais comment vous aiderait-il si vous n'êtes pas venu à temps, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, Madame Jocelyne Nzigiré, en tant que femme leader de la santé publique, quels sont les obstacles que vous aviez rencontrés, que vous avez eu du mal à surmonter pour faire entendre votre voix? Qui continue ou Ok, merci beaucoup. En parlant d'abord de la prévention de maladies, je vais vous dire que cet aspect d'hygiène est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent parce que seulement il y a eu une mauvaise pratique ou manque d'hygiène et d'assainissement, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui meurent parce qu'ils ont vécu dans la sédentarité. Ils n'ont pas voulu pratiquer l'exercice physique. Il y a également, vous avez posé la question sur les difficultés que nous pouvons avoir pour faire entendre notre voix. Vous connaissez, nous les femmes, nous sommes souvent très, très limitées par rapport à nos préoccupations. Oui. Le temps, on s'occupe non seulement du ménage, on s'occupe des enfants, on s'occupe également de notre travail. Et quand on doit se faire entendre, je vois les médias directement, on est souvent pas très disponible. Pas très disponible. On n'a pas aussi confiance en nous-mêmes. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que je vais bien m'exprimer? Est-ce que je vais faire parvenir? Je serai à la hauteur.
tout ça, ce sont des freins qui nous bloquent à aller même vers ceux qui peuvent nous aider et qui nous bloquent à ne pas oser. Je pense que nous pouvons oser. Oui. Nous pouvons oser et venir vers vous. Mais le manque de moyens aussi, hein? Je ne devais pas avoir honte de le dire. Le manque de moyens parce que si on doit faire entendre sa voix par les médias, ouais. Ça demande des moyens. Et donc, mais il y a des gens parfois disponibles comme des espaces qui nous sont offerts. À la une sur Ecopolis Télévision. F à la une sur Ecopolis. C'est une opportunité pour les femmes qui peuvent s'exprimer, qui peuvent dire ce qu'ils ont comme projet et ce qu'ils ont comme message à adresser à la population. Ça peut toujours aider la population. Le changement de comportement qui n'est pas toujours évidente et qui peut se faire si une maman passait, hein, une maman le disait, hein, oui. La maman a toujours une voix qui porte, une voix qui est souvent entendue. Oui. Et si une mère, une maman, une jeune fille vient s'exprimer, vient dire ce qu'il y a au juste, ça peut toujours aider par rapport au changement de comportement. Oui. Et là, je le dis, surtout en matière d'hygiène et d'assainissement. Voilà, nous sommes en train de chuter. Vous donnez de la place aux médias, justement, les médias. Faire vraiment du bruit sur la médecine préventive, justement, marteler sur l'hygiène. Demain, Madame Jocelyne... promue ministre de la Santé. Vous aviez été, dans votre brève présentation, vous aviez été bourgmestre de la commune de Kadoutou. Oui. Aujourd'hui, si il arrivait au président de vous confier ce ministère, ce serait quoi votre combat? Là, vous me mettez devant une question, bon, pas compliquée, hein, parce que je n'ai pas été que bourgmestre de la commune de Kadoutou à Bukavu, mais j'ai été également médecin chef de zone de santé. Et mon combat dans les différentes institutions que j'ai eu à diriger, non seulement en politique, mais également en santé, ma lutte a souvent été l'hygiène. L'hygiène et l'assainissement, c'est l'une des luttes. Parce que je me dis, on peut lutter contre la mortalité maternelle et infantile, mais si les conditions dans lesquelles cet enfant naît ne sont pas bonnes ou assainies, cet enfant peut naître bien, et puis après être victime d'une infection nosocomiale, d'une infection chez lui à la maison, parce que la question d'hygiène n'a pas été bien gérée. Cette femme qui est à la maternité peut être victime d'une infection urogénitale. Elle peut rentrer chez elle, si ce n'est pas nosocomial, elle peut rentrer chez elle et, parce qu'elle n'a pas bien entretenu son ménage, être victime de cette infection urogénitale chez elle à la maison. Et on n'entend pas d'infection, mais on ne sait pas que ces infections peuvent arriver à une septicémie. Ces infections peuvent arriver même à faire une méningite, alors que la voie d'entrée n'était qu'une petite voie. Mais cette femme, cet enfant peut faire jusqu'à une méningite, une septicémie, parce que seulement il y a eu négligence. Et on peut arriver à perdre ces êtres chers parce qu'il y a eu négligence. Donc, l'une des luttes, ça sera la lutte contre les mauvaises conditions d'hygiène à tous les niveaux et l'assainissement de notre environnement, de notre milieu de travail, de notre milieu de vie.
Voilà, avant de nous quitter, avant de clôturer, de boucler F à la une, Madame Jocelyne Ziguiré, en 3 mots, si vous pouviez donner une ordonnance à ces nombreux téléspectateurs qui vous suivent, hein, dans des familles, ce serait quoi? Une ordonnance. En 3 mots. En 3 mots. Oh, je demanderais à ce que nos familles puissent vivre dans des ménages sains, dans des ménages hygiéniques. Voilà. Des ménages assainis, des ménages hygiéniques. Donc la maison, là où vous dormez, le travail, là où vous vivez au quotidien, ce sont vos ménages. Le travail, ce n'est pas seulement le bureau, ce sont les hôpitaux, ce sont nos aéroports, bien entendu. Ce sont nos toilettes publiques, si elles existeraient. Voilà. Nos caniveaux qui nous pullulent de moustiques. Et voilà. Merci, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour avoir accepté plutôt l'invitation de Mais F je à la une. demanderais également Oui. que nous puissions pratiquer l'exercice physique. Surtout. Il y a des gens qui pensent que parce que Nganazam je ne peux pas faire des exercices physiques. Non. C'est pas seulement pour les gens qui sont gros ou gras, mais c'est pour tout le monde parce qu'il y a aussi des maladies articulaires, des maladies lombaires. Tout ça, ce sont des maladies qui peuvent être prévenues par l'exercice physique. Et donc, je vous inviterai d'ici peu dans ma salle de sport. Ah, mais prochainement, on vous recevra, comme ça vous allez nous donner l'adresse et de SBET et de la salle des sports, oui. Et pourquoi pas d'autres structures qui seront créées aussi toujours dans le cadre de la médecine préventive. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu. Merci d'avoir échangé avec nous. Et ensemble, à la disons prochaine, au revoir je pense aux fidèles téléspectateurs. C'est pas la dernière fois. Non, ce n'est pas la dernière fois. Vous serez toujours la bienvenue. Merci. C'est la fin de F à la une. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro, toujours sur Ecopolis Télévision.